Radio Grand Lac, votre radio. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Ah, je croyais que tu t'étais endormi. C'était limite, effectivement. Hein, c'était limite. Hein, heureusement qu'il y a le l'heure micro. de la sieste. Heureusement qu'il y a le micro parce que sinon je m'endormais sur la table. Ça va Julien Très pour bien. ces Chroniques de Savoie? Ça va très bien. Alors j'ai ouï dire que c'était la dernière émission. Tout à fait. Parce que je crois que tu vas voguer vers d'autres projets après. C'est ça, d'autres projets un peu prenants, donc il va falloir que Et donc, je me recentre un peu sur... Donc tu vas mettre un peu en sommeil ton activité d'animateur radio. C'est ça, tout à fait. Bon, eh ben écoute, on est un petit peu triste de savoir que c'est la dernière de ces Chroniques de Savoie. Alors, c'est où pas on ce que tu apprend- m'as dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais là, Il il faut y a du qu'on fasse. monde. D'accord. Donc ces Chroniques de Savoie où tu nous as appris chaque mois le premier vendredi du mois, on a bien compris sauf le mois de janvier parce que C'est ça. tu n'y arrives pas. L'histoire de la Savoie, Oui, l'histoire de notre province de Savoie, de notre ancien État millénaire. tout à fait. Et avant, donc tu nous avais fait l'autre chronique? C'est une autre histoire. C'est ça, une autre histoire, hein, c'est ça. C'est une autre histoire, Ça, voilà. c'est une autre histoire. Donc les Chroniques de Savoie, c'est la dernière en ce 6 juin 2025. Ça passe. Hein. Et si toutefois ton projet venait à ne pas marcher, bien sûr qu'on t'ouvrira à nouveau les portes de Radio Grand Lac. Et même si ton projet marche, bien sûr que tu pourras Pour une venir aussi rubrique avec- culinaire. Tout à fait, une rubrique culinaire. Alors Julien Donzel, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit Jean-Pierre, c'est une émission un peu spéciale, parce qu'après plus de 4 ans quand même de présence à l'antenne, je suis obligé, comme tu l'as dit, un peu malgré moi, même si c'est un choix, parce que je dois me recentrer sur un autre projet. Aujourd'hui, dernière chronique des Chroniques de Savoie. Alors il est vrai que depuis le 7 mai 2021, le temps passe quand même vite. Mais dis donc. Jour de ma première émission, alors comme tu l'as dit, c'était une émission qui s'appelait C'est une autre histoire, où on évoquait des sujets historiques divers, qui allaient de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Ouais. Et attention, toujours dans la bonne humeur, avec un leitmotiv, je l'espère, apprendre en s'amusant. Exactement. Parce que c'est vrai voilà. qu'on a beaucoup appris, on s'est quand même aussi pas mal amusé. Beaucoup amusé, c'est le but. Hein. En septembre 2023, on a changé le concept de l'émission, en faisant venir des invités et en parlant plus précisément de l'histoire des pays de Savoie, donc les États de Savoie au sens large. Exactement. Nous ne nous arrêtions pas seulement Non. à notre département, mais bien sûr à on va dire la région, l'État historique de la Savoie. Et puisque je parlais des invités, je les remercie tous pour leur disponibilité, parce que c'est vrai qu'on a eu droit à puis il y en a eu des des bons, intervenants d'exception. Alors aujourd'hui, pour ces dernières Chroniques de Savoie, l'émission, elle ne portera pas un seul thème, mais plusieurs. Alors en fait, le principe, il est simple. On va prendre quelques dates liées à l'histoire de la radio, à l'équipe, à moi-même, et on va chercher quels événements savoyards se cachent derrière ces dates. Alors on va prendre un petit exemple. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 juin. Vas-y, oui, tout à fait. Jour du débarquement Oui, en de 44. Normandie de 1944. Donc, pas forcément de lien avec la Savoie, mais c'est aussi pour nos territoires le jour de la mort de Camillo Benso à Turin en 1861. Alors, si je vous dis Camillo Benso, Oui, ça ne parle généralement, pas. ça parle pas grand-chose. Mais si je vous dis comte de Cavour, Ah, là, voilà, tout de tout à suite, fait. ça parle. Alors, je suis sûr que le comte de Cavour, ça vous revient, que ça vous dit quelque chose, parce qu'on parle quand même d'un des pères de la nation italienne, dont les négociations avec l'empereur Napoléon III, nous en avons parlé lors d'une émission spéciale, permirent l'aide de la France lors des Oui. combats pour la réunification de l'Italie, alors notamment contre l'Autriche-Hongrie. Vous connaissez certainement l'histoire de la réunification italienne, avec au départ le royaume de Piémont-Sardaigne qui veut mettre sous son autorité l'ensemble des États italiens qui Oui. seraient réunifiés, parce que vous Voilà, savez qu'il y avait donc, une multitude d'États indépendants ou sous domination étrangère. Et pour empêcher cette réunification, il y avait un ennemi, l'Autriche-Hongrie. Et bien sûr, Pourquoi? parce que l'Autriche-Hongrie dominait le nord Ville, oui, tout à fait. de La Lombardie. de la Lombardie, voilà, le Lombardie, la Vénétie, toute cette partie-là de l'Italie. Et donc, vous savez que pour le Piémont, pour aller plus loin en Italie, il devait forcément se confronter aux Autrichiens, aux Austro-Hongrois. Aux Austro-Hongrois. Et donc, c'est de là, c'est de ces négociations qu'ont eu lieu l'échange entre, en gros, l'empereur Napoléon III aide le Piémont-Sardaigne dans les combats pour la réunification, et en échange, il y a l'incorporation de la France, à la France, de la Savoie
et du comté de Nice. Oui, C'est tout à les fait. fameux épisodes de l'année 1860. Donc Cavour, véritable héros national, est aujourd'hui inhumé à Santena, c'est dans le sud-est de Turin. Et donc je pense qu'aujourd'hui vous avez compris le principe. En fait, on part d'une date qui a un lien avec l'équipe, avec la radio, avec moi-même, et on va voir quel événement s'est déroulé ce jour-là. Alors si je te parle du 1er juillet de l'année 2021, Oui. est-ce que c'est une date qui t'évoque quelque chose? Oui, c'est le démarrage sur la fréquence définitive du 92.1 pour Radio Grand Lac. C'est ça, démarrage Ouais. sur la fréquence, alors aujourd'hui en DAB+, de En plus, votre ouais. radio préférée, Radio Grand Lac. Et donc, quel événement savoyard s'est aussi déroulé le 1er juillet? Ben écoute, je ne sais pas. Alors, c'est un 1er juillet, alors je dis pensons-nous, parce qu'il y a quand même des incertitudes, dans une année comprise entre 1042 et 1048, que mourut Humbert au Blanchemin, qui est le comte à l'origine de la dynastie des Humbertiens, dont est issue la maison de Savoie. Oui, tout à fait. Humbert au Blanchemin. Alors, qui est ce fameux Humbert? Et question qui te tracasse, Jean-Pierre, avait-il vraiment les mains blanches? Alors, pour cette deuxième question, la réponse, elle est simple. Il n'avait pas les mains plus blanches que les autres. L'expression blanche-main est avant tout un symbole, celle d'une grande piété et d'une conduite chevaleresque dans la gestion de son comté. Oui, il allait avoir les mains D'accord. blanches. Vous voyez. En ce qui concerne les origines d'Humbert, alors vous comprenez que nous sommes quand même au XIe siècle, que nous n'en savons en fait pas grand-chose. La légende et l'historiographie de l'époque indiquent que le père d'Humbert serait un certain Bérold, Bérold, oui. qui était un proche parent, dit-on, de l'empereur Othon III. Alors en fait, c'est facile, enfin c'est même plutôt pratique pour l'historiographie de l'époque d'avoir un ancêtre qui est proche de l'empereur, vous comprenez bien. Oui. Mais on ne sait pas si c'est une légende ou pas. Les travaux récents, notamment de Laurent Ripart, que nous avons eu le plaisir d'accueillir le mois dernier, mentionnent une origine, alors non pas en Maurienne, alors, on va se fâcher un peu avec les Mauriennais, parce que visiblement le berceau des États de Savoie ne serait pas en Maurienne, Ce ne serait pas la Maurienne? ce serait pas la Maurienne. Avec les récentes études, Laurent Ripart nous a expliqué qu'en fait ce serait plutôt du côté du Viennois et de la région de Belay. Mais en fait, c'est les Mauriennais qui se sont appropriés cette oui. légende, parce que le comte a eu aussi de la part de l'empereur des territoires en Maurienne, mais à l'origine, Humbert n'était pas Mauriennais. Quand je parle de la ville de Vienne, bien sûr, c'est Vienne C'est en en Isère, hein, en on Isère. n'est pas Vienne en Autriche. Dans le Valentinois. Voilà. Humbert, donc, il prendra le parti de l'empereur Conrad II dans une querelle qui va l'opposer à Eudes II de Blois dans le cadre de la succession de Bourgogne. Et pendant cette guerre, Humbert va entreprendre... Je crois qu'on a perdu tout le monde là. C'est vrai. En gros, vous avez un conflit, d'accord, dans la succession de bourguignonne. Et donc, dans ce conflit, Humbert va prendre le parti de l'empereur. D'accord. Et donc, l'empereur va lui demander d'entreprendre certaines opérations militaires. Donc, il va entreprendre le siège de Saint-Jean-de-Maurienne et il va également obtenir la reddition du comte de Genève. Et en fait, cette guerre, elle se révèle être un succès pour Conrad et bien sûr pour Humbert, qui va recueillir les fruits de sa fidélité en recevant le titre de lieutenant et de comte de Savoie en 1036, avec des possessions importantes, et bien sûr, en Maurienne, une partie de la Tarentaise, le Val d'Aoste, le Bugey et le Chablais. Donc c'est pour ça qu'on parle de Maurienne à l'origine de la Savoie, puisque en 1036, l'empereur va céder au comte de Savoie des terres en Maurienne, mais son origine n'est pas mauriennaise à Humbert. En ce qui concerne la mort d'Humbert, alors pareil, on connaît pas grand-chose, mais il y a une date qui fait débat. Alors on sait que c'est le jour du 1er juillet, voilà, on pense, Oui. avec une incertitude, est-ce que c'est 1048 ou 1042? On ne sait pas trop. La tradition veut qu'il soit enterré dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne, De Saint-Jean-de-Maurienne, oui. mais son tombé, en fait, c'est un catafalque, un cénotaphe. Il y a personne, c'est un Voilà, tout à faux, fait, voilà. c'est son corps, oui. Voilà. Laurent Ripart propose plutôt une sépulture dans les environs des Échelles, dont le prieuré a été fondé par Humbert en 1042. Donc, D'accord. on ne sait pas où est-ce qu'il a Oui. été inhumé, mais on pense que ce serait plutôt du côté des Échelles et pas en Maurienne. Est-ce que maintenant tu as bien compris le principe? J'ai compris. Tu as compris le principe. Donc, on va prendre une date numéro 2. Oui. Je vais parler de la date du 6 août. Oui. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est l'anniversaire de Laurine. C'est l'anniversaire de notre Laurine, Lolo. votre fidèle, on va dire assistante. Oui, tout à fait. Alors qui fournit d'ailleurs un très beau travail au sein de la radio. Alors, j'ai l'habitude de dire que l'histoire de nos pays de Savoie, elle va au-delà des frontières de la Savoie, de la Haute-Savoie. Et vous allez voir que l'histoire que je vais vous raconter, c'en est la parfaite illustration. Alors,
Est-ce que vous connaissez un personnage qui est né à Chambéry le 28 juillet 1800, qui s'appelle Charles-Henri Pellegrini? Probablement pas. Et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Charles-Henri, c'est un ingénieur qui a été étudiant à l'université de Turin et qui a également été à l'école polytechnique de Paris. Dans le cadre de missions à l'étranger, il arrive en 1828 à Buenos Aires. Alors, je vais le faire en espagnol. Ouais. Buenos Aires, Ouais, bien, en bravo. Argentine, pour entamer une carrière au département d'ingénierie hydraulique de la ville. L'année suivante, pas de chance, le département d'ingénierie hydraulique ferme ses portes sur ordre de gouvernement. Il fallait faire des économies. Et donc, Charles-Henri se lance dans sa deuxième passion, le dessin et la peinture, où d'ailleurs, nombre de ses œuvres sont exposées au Musée national des beaux-arts d'Argentine. Donc, vous avez Charles-Henri, ingénieur et artiste. Alors, vous allez me dire, quelle est la relation avec le 6 août? Tout simplement, car l'un de ses fils, qui s'appelle Carlos Pellegrini, il va connaître en fait un destin exceptionnel, puisqu'il va devenir, le 6 août 1890, président de l'Argentine. C'est dingue, ça. Donc vous avez un fils d'émigré savoyard, argentin, qui va devenir président. Carlos Pellegrini, il va hériter d'une situation financière difficile. Alors, c'est dans l'histoire de l'Argentine, vous verrez que c'est souvent le cas. C'est un peu comme en France, en fait. Il y a souvent des problèmes financiers. Et il va parvenir à assainir les finances publiques. Il va fonder la Banque de la Nation argentine. C'est un peu l'équivalent de la Banque de France. Et un collège prestigieux qui s'appelle l'Escorial Superior des Comercios Carlos Pellegrini. Alors, le collège supérieur de commerce Carlos Pellegrini, puisque à son décès, cet établissement prestigieux va prendre son nom. Oui. Il va mourir en 1906, après une carrière politique bien remplie, puisque après avoir été président de la République, il sera sénateur. Et en fait, vous vous rendez compte un peu de ce destin un peu exceptionnel. Vous avez un ingénieur chambérien qui va mettre au monde un enfant, qui a des origines savoyardes, et qui va devenir président de l'Argentine. C'est dingue. C'est dingue. Je ne savais pas. Est-ce que je peux te proposer une première pause musicale? Écoute, tu peux me proposer, mais je le propose et tu on disposes. verra bien ce qu'on en fait. Allez, première pause musicale à 13h12 en direct, les Chroniques de Savoie avec notre Julien pour sa dernière intervention à l'antenne. C'est parti. Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB, et sur l'application 100% gratuite. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. De retour avec notre Julien international pour cette dernière émission des Chroniques de Savoie, puisqu'on vous le rappelle, Julien va voguer même vers d'autres occupations, d'autres projets. Tout à fait. Mais on restera bien sûr en lien. Ah bah oui, et bien on sûr. aura certainement, quoi qu'il arrive, d'autres choses à faire ensemble. Alors, tu nous proposes dans cette dernière émission de reprendre des dates un peu symboliques. Symboliques par rapport à l'équipe de Radio Grand Lac et de dire ce qui s'est passé en Savoie le même jour. Tout à fait. Alors, si je te parle de la date du 26 août. Est-ce que ça te parle? Très bonne date. C'est la date de ton anniversaire? Oui, tout à fait, il paraît. 26 août 1865? Non, moi c'est un... Non, c'est un peu plus récent que ça. Alors, malheureusement, pour le 26 août, l'événement à Naré n'est pas forcément très joyeux, puisque ça marque un événement tragique, puisque c'est la rafle du lac d'Aiguebelette qui s'est déroulée le 26 août 1942. D'ailleurs, si vous suivez un peu la presse régionale, en août 2022, à l'occasion donc du 80e anniversaire de cet événement tragique, il y a un arbre de la mémoire. Alors, symbolique, c'est pas un vrai arbre, c'est une sculpture dont les feuilles portent les noms des Juifs assignés à résidence, déportés ou cachés dans le village d'Aiguebelette. Alors, c'est vrai qu'on en entend peu parler. On parle de la rafle d'Isieux, mais on ne parle pas de celle du lac d'Aiguebelette. Hein. Et pourtant, c'est un épisode tragique qui est vraiment encore présent dans les mémoires de celles et ceux, alors malheureusement de moins en moins nombreux, qui ont connu cette triste journée, mais également des villageois qui ont à cœur de se remémorer ce triste jour, qui vraiment le devoir de mémoire est important pour cette population. Donc nous sommes le 26 août 1942, vous connaissez le contexte, la France sort vaincue de la Seconde Guerre mondiale, et sur ordre des autorités de Vichy, donc qui dirigent la zone dite libre. Ce n'est pas qu'elle sort vaincue, c'est qu'elle demande l'armistice. C'est ça, oui. Donc, mais militairement, elle est vaincue. La première armée du monde, c'est celle qui a été considérée comme la première armée du monde, est mise à genoux en 5 semaines. En 5 semaines, tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le replay de l'émission du mois de mai 2022, où nous avions parlé de juin 2021, où nous avions parlé de cet événement. Donc, le 26 août 1942, sur ordre des autorités de Vichy, eux-mêmes engagés dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne, vous le savez,
Donc 16 personnes de confession juive furent arrêtées et déportées vers les tristement célèbres camps d'Auschwitz-Birkenau. Les persécutions ne s'arrêtèrent pas en août 1942, car l'année suivante, en 1943, dans une Savoie maintenant occupée par les Allemands, vous le savez, hein, Oui, il y a oui, eu tout la à zone fait. libre, ensuite une période d'occupation assez brève par l'Italie, et après, à partir de 1943, occupation par les Allemands, puisque suite au débarquement de Sicile et à l'invasion de l'Italie, vous savez, Mussolini est déposé, il est chef de la République Oui. de Salo, S-A-L-O, et les Allemands prennent pied dans la zone libre à partir de novembre 42 et occupent la Savoie qui était jusqu'à présent occupée par les Athéniens. Et donc en 1943, les arrestations et déportations se succèdent et dans le même temps, de nombreux villageois, habitants de la région, firent preuve d'un grand courage en parvenant à cacher et sauver des enfants d'une mort quasiment certaine. Un chemin de la mémoire a été inauguré dans la ville de Attigny-à-Onça, Oui, dans l'avant-pays. voilà, pour retracer le parcours de ces juifs protégés, assignés à résidence ou déportés dans 9 communes des alentours du lac d'Aiguebulette. Et une vingtaine de plaques rappellent leur histoire dans les lieux où ils se sont réfugiés. Et je voulais parler de cet événement, puisque c'est un événement que nous avons relativement oublié, sauf les Oui. habitants. Non, mais c'est vrai. Et c'est aussi un très bel exemple de l'essentiel devoir de mémoire qui doit tous nous animer et nous guider pour que l'on se souvienne du martyre et de la douleur subie par de trop nombreuses familles en France, mais également sur l'ensemble du continent Exactement. européen. Alors, j'avoue qu'après ces quelques lignes sur cet événement tragique, c'est quand même difficile de trouver une transition, mais on va quand même essayer, on va évoquer une autre date, qui est la date du 1er février. Oh, alors ça, c'est l'anniversaire de Sandra. C'est facile, ça c'est l'anniversaire L'anniversaire de Sandra. Alors, pour ce 1er février, nous allons prendre un peu de temps pour évoquer un épisode lié à la Savoie et un personnage qui a eu l'honneur d'être le héros de 3 émissions, Jean-Pierre. Est-ce que tu te souviens de qui est ce Oh, personnage? ce serait pas le prince Eugène de Savoie? C'est tout à fait le prince Eugène de Savoie, puisque le 1er février, c'est le jour de la bataille de Crémone, opposant les Français aux Autrichiens. Et bien sûr, vous le savez, les Autrichiens sont commandés par le plus illustre prince de notre histoire. Et cette bataille s'est déroulée en 1702, c'est le 1er février, jour de l'anniversaire de Sandra. Alors, avant de débuter, quelques mots sur le contexte. L'Europe est engagée dans la guerre de ce qu'on appelle la succession d'Espagne, parce qu'il est vital que la couronne d'Europe, du roi Charles II de Habsbourg, alors qu'il avait une santé très fragile, Charles II, il dut affronter toute sa vie des problèmes dus à sa consanguinité. Si vous achetez un ouvrage qui est très bien fait, qui s'appelle L'éloge des moches, et je te rassure, Jean-Pierre, nous ne sommes pas dans Nous ne l'ouvrage. sommes pas dedans. Il y a une photographie, donc la une de cet ouvrage. Et ben c'est une photographie de Charles II de Habsbourg, Charles II d'Espagne, et vous voyez tout de suite, en voyant son portrait, qu'il doit lutter avec des infirmités, puisqu'il a vraiment un visage disgracieux, et on voit qu'il a le physique des Habsbourg, en fait. On comprend tout de suite qu'il y a des problèmes de consanguinité. Et ce Charles II meurt sans héritier. Et les monarchies européennes ne veulent pas que son testament soit exécuté, puisque le testament de Charles II voulait que la couronne des Habsbourg d'Espagne aille à un descendant de Louis XIV. Donc vous comprenez bien que déjà à l'époque, Louis XIV avait contre lui l'ensemble de l'Europe, et vous comprenez que si nous avions un royaume d'Espagne intégré à la couronne de France, ça aurait fait Oui. une monarchie, mais d'une puissance incomparable, puisque bien sûr, quand je parle d'Espagne, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, et c'est également toutes les possessions espagnoles outre-Atlantique. Donc vous comprenez un peu le danger qu'il y a pour les rivaux de Louis XIV. Alors, Louis XIV, le roi Soleil ne l'entend pas de cette oreille, et lui, il veut installer un membre de la famille des Bourbons sur le trône espagnol. Et la conséquence de ce clivage, c'est quand même 13 ans de guerre, qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne, voilà, qui va opposer la France et ses alliés au Saint-Empire romain germanique. Alors, quand je vous dis le Saint-Empire romain germanique, c'est les alliés, donc c'est la Prusse, le Royaume-Uni, le Portugal et le duché de Savoie. Dirigé à l'époque par Victor Amédée II, que l'on surnomme le renard de Savoie, et il prend, au début du conflit, le parti de Louis XIV. Donc il va affronter le Saint-Empire romain germanique, dont les troupes sont commandées par Eugène de Savoie, qui est en fait le neveu du duc de Savoie. Est-ce que je te perds, Jean-Pierre, ou pas? Non. Voilà. J'écoute. Donc, en gros, Eugène de Savoie va devoir affronter son oncle sur le champ de bataille.
Alors les troupes autrichiennes pénètrent au début de 1701 dans le Piémont pour ensuite franchir les Alpes et marcher au cœur de la France. Là, c'est l'objectif. Le prince Eugène, général en chef des armées autrichiennes, en Italie, il le sait, une importante garnison est retranchée à Crémone et la prise de la ville, elle pourrait porter atteinte au moral des Français, qui est commandé par le maréchal François de Neuville de Villeroy, on va l'appeler le maréchal Villeroy, qui a été sèchement battu le 1er septembre 1701 à la bataille de Chiari. Donc en gros, vous avez des Français qui sont sur le reculoir et qui ont trouvé, on va dire, une assise défensive dans la ville de Crémone. Alors la ville, elle pourrait bien ouvrir les portes et de la capitale du duché de Savoie, c'est-à-dire Turin, et ensuite aller librement traverser l'école pour prendre pied en France. Quelques jours avant le 1er février, des manœuvres de reconnaissance ont lieu et on se rend compte qu'il y a un égout qui débouche dans une cave, et cette cave, elle appartient à l'abbé Cuzzoli. Et coup de chance, cet abbé, c'est un ecclésiastique pleinement acquis à la cause impériale. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser cet égout, un peu ce passage secret, pour rentrer dans la ville. Et donc, on va demander à quelques soldats déguisés en prêtres d'aller dans la ville. Ils prennent les égouts, ils arrivent chez l'abbé, ils se déguisent en prêtres et ils parcourent la ville. Et donc, totalement incognito, ils vont procéder à tous les relevés nécessaires à la prise de la ville. Où se trouvent les patrouilles? Comment sont défendus les remparts? Est-ce qu'il y a des lieux moins défendus que d'autres? Où se situent les garnisons? Bref, ils font un relevé détaillé des défenses de la ville. Et tout ça de l'intérieur. Quelques heures avant l'attaque, donc on a 300 soldats qui se faufilent dans les égouts et qui vont se répartir entre le logis du curé Cazzoli et l'église. Et en fait, on se croirait un peu dans un film d'espionnage. En fait, vous imaginez des gens qui sont dans des égouts, qui passent dans une maison secrète. Enfin voilà. 1er février, au matin, l'attaque est donc lancée. Les grenadiers arrivent par surprise à s'emparer de 2 portes de la ville. Ils vont ouvrir les portes, un peu comme un cheval de Troie, si vous voyez, si vous voulez. Et en ouvrant ces portes, 5200 soldats et cavaliers de l'armée impériale vont tenter de rentrer dans Crémone. Les soldats français, bien sûr, ils sont surpris par cette manœuvre. Et cette attaque qui est aussi matinale. En fait, tous non, car la chance, elle est du côté des Français. Il y a 200 soldats en armes qui sont sur une place et qui sont en train de s'exercer au même moment de l'attaque. Donc ils vont réussir à contenir les troupes autrichiennes, parce que là on est dans du combat de rue, hein, donc vous savez que le nombre compte finalement peu, puisque ce qu'il faut c'est tenir les allées, les maisons, les rues, c'est du combat de rue. Et donc ces Français, qui sont seulement 200, vont réussir à tenir le temps qu'il faut pour rameuter la troupe qui, pour beaucoup, sont encore au lit. La résistance s'organise, les renforts appelés par Eugène pour la matinée n'arrivent pas, alors ils se sont en fait égarés la nuit précédente. En fait, Eugène a demandé à ses seconds de venir. Je pense qu'il devait être commandé par un certain Julien D. Ils ont réussi à se perdre dans la nuit. Et donc, bien sûr, les renforts n'arrivent pas et les Français, eux, s'accrochent. Nous arrivons à la fin de la journée et le constat, il est évident. Le risque de voir les troupes d'Eugène coupées en deux est trop grand et il ordonne le retrait de ses troupes. Dans ses mémoires, le prince écrivit « J'eus la gloire d'avoir surpris et la honte de n'avoir pas pu garder ». C'est-à-dire qu'il a compris qu'il avait quand même réussi un grand coup de maître en réussissant à rentrer par ruse dans la place. Mais par contre, cette ruse n'a pas pu aboutir puisqu'il n'a pas réussi à garder la ville de Crémone. Seule satisfaction du côté des impériaux, la capture du maréchal français Villeroy. C'est quand même pas tous les jours qu'un maréchal de Louis XIV se fait capturer. Et donc, cette histoire se passe le 1er février, jour de l'anniversaire de Sandra. Et on peut également en parler puisque c'est une défaite du prince Eugène qui est aussi un événement assez rare puisque vous le savez, puisqu'on en a parlé à de nombreuses reprises, le prince Eugène a connu quand même beaucoup plus de victoires que de défaites. Et exactement. Crémone fait partie de ces défaites. D'accord, bah écoute, c'est super Julien. Une autre date, allez. Allez, le 25 juin. Ah, c'est l'anniversaire de notre marraine Catherine Ettis, que l'on félicite encore pour elle a reçu les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Et on peut dire que c'est mérité, parce que c'est vrai qu'elle fait tellement pour notre territoire. Tout à fait. Catherine Ettis, marraine de Radio Grand Lac. Alors, nous allons nous plonger dans l'année 1940, année qui est considérée dans l'histoire contemporaine comme étant l'annus horribilis, avec la cuisante défaite des armées françaises contre l'Allemagne, et conséquence, l'obligation, ce 25 juin 1940, de mettre fin au combat contre les Italiens, pourtant vaincus, lors de ce qu'on appelle la bataille des Alpes de 1940. Alors c'est un armistice qui a été signé la veille à Villa Incisa,
Et cet armistice, il crée des zones d'occupation italienne, dont la ville de Menton et quelques localités en Savoie. Alors, pourquoi seulement quelques localités en Savoie et la ville de Menton? Parce que, en fait, cette campagne des Alpes, c'est une véritable défaite pour l'armée italienne, car les armées du général Olry se sont défendues pied à pied et ont défendu les cols alpins de main de maître. L'objectif des Italiens comprenait l'occupation d'une zone située à l'ouest du Rhône, avec les prises de Nice, de la Savoie, de la Corse et du côté des colonies de la Somalie et de la Tunisie. Mais on va revenir sur ces quelques jours de combat. Les Italiens, ils ont comme objectif de pénétrer en profondeur sur le territoire français, nous devons le voir. Et donc, bien sûr, vous connaissez la morphologie géographique des lieux. Pour arriver en France, il faut impérativement passer par les cols alpins. Ces cols étant vitaux pour une avancée en France, les Français savent très bien qu'il faut les défendre. Et donc, ils ont vraiment garni l'intégralité des Alpes françaises de forts, de fortifications, de petits points d'appui. En fait, nous avons une véritable ligne Maginot des Alpes qui va se dresser dans les troupes du Duce. Ces troupes ne sont pas commandées par n'importe qui, parce qu'elles sont commandées par Humbert de Savoie. Alors, pas Humbert au Blanchemain, mais Humbert de Savoie qui va être en fait le dernier roi d'Italie. Oui. Le dernier éphémère roi d'Italie qui est enterré, Jean-Pierre, à l'abbaye d'Hautecombe. À l'abbaye d'Hautecombe, tout à fait. Avec son épouse, la reine Marie-Josée. C'est ça. Donc les Français sont retranchés solidement dans des forteresses alpines. Alors quand je vous dis les forteresses alpines, c'est des forteresses qui sont à 2000 mètres d'altitude. Enfin, c'est vraiment des conditions de combat très difficiles. Et ils s'accrochent vraiment avec l'énergie du désespoir face à un ennemi en surnombre. Et bien sûr, les Français veulent défendre leur pays, la France, mais également leur pays, c'est-à-dire leur territoire, puisque nous avons affaire à des troupes du cru. Ce sont des pays des soldats qui voient leur maison quand ils combattent. Souvent, les Français étaient originaires de Savoie, donc ils se battaient vraiment pour leur maison. Les fortifications, elles ont pleinement tenu leur rôle et ont empêché les incursions italiennes. Mais malheureusement, cette armée des Alpes, qu'on appelle l'armée invaincue, elle fut cependant obligée de se retirer à partir du 25 juin, puisque l'ensemble du territoire ayant été envahi par l'Allemagne, dans les conditions d'armistice avec l'Allemagne, figurait également l'obligation d'avoir un armistice avec l'Italie. Dans ce chaos qui fut l'année 1940, seule l'armée alpine et quelques unités, alors je pense aux divisions blindées du général de Gaulle, du colonel de Gaulle. Du colonel, oui, tout colonel. À Montcornet et à Beauville. S'illustrèrent. En fait, c'était vraiment un petit brin de soleil dans une période très sombre, et ce petit brin de soleil, il a eu lieu dans nos territoires alpins, et notamment savoyards. La suite, après une petite pause musicale. Une petite pause. Allez, parce que c'est très riche, ton exposé dans cette émission. Alors là, va falloir s'accrocher. De savoir. Alors là, attention, il nous reste une demi-heure. Je crois que le Julien va mettre les bouchées doubles. Allez, musique. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Et c'est déjà la dernière partie à 13h34 de cette dernière émission, les chroniques de Savoie avec la der. La der avec notre ami Julien Donzel, historien. Il est multicasquette peut-être. Alors, historien et vice-champion du monde du concours d'omelette à l'Olive de Nyons. Dis donc. C'est un titre. Raconte-nous ça. Alors, on a l'habitude avec mon épouse de temps en temps d'aller à cette... Avec la chaleureuse Marion que l'on salue. D'aller à Nyons, donc dans la Drôme provençale. Et c'est pour la deuxième année consécutive, j'ai participé à un concours d'omelette. Alors moi, j'appelle ça le championnat du monde parce qu'en fait, c'est le seul. Donc, voilà. Concours d'omelette à l'Olive de Nyons. Après une pitoyable 6e place l'année dernière. Là, je me suis un peu repris en main. Je me suis bien entraîné et j'ai fini 2e. Donc, tu as fait une omelette. J'ai fait une omelette à l'olive de Nyons et à l'huile d'olive de Nyons. Ouais. Après, il y a un jury qui vient, c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est pas n'importe quoi. Et donc, vice-champion. D'accord, donc, écoute. Donc, l'année prochaine, j'y vais. Pour le titre. D'accord. Je peux pas y aller pour rien. Là, ça y est. Et donc, tu nous feras goûter ta fameuse omelette. Faudra venir, Jean-Pierre. Oui, d'accord. Après l'omelette de la mère Poulard, l'omelette du père Donzel. D'ailleurs, pour des crêpes, on dit un crêpier. Il n'y a pas de nom pour une personne qui fait de l'omelette. Donc moi, je propose qu'on appelle un donzelien. Donzelien. Bon, on revient un peu à nos moutons, Jean-Pierre. Donc vous connaissez le dicton, nous ne sommes jamais mieux servis que par soi-même. Donc je vais évoquer avec vous une date, la date du 11 mars, qui est le jour de ma naissance. Alors moi je suis né en 1984. D'accord. Mais on va pas parler de l'année 1984, parce que s'il faut parler 41
41 ans de ma vie, ça va pas être bien passionnant pour nos auditeurs. Puis ce sera pas les chroniques de Savoie, c'est peut-être plutôt quelque chose d'un peu plus humoristique. Mais bon, on va plutôt parler du 11 mars 1820. Et c'est ce jour que fut édité un ouvrage majeur de la littérature française, les Méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine. Et bien sûr, dans ces méditations poétiques, vous avez un poème très célèbre qui s'appelle « Le lac ». Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages. Sur le lac éternel emporté sans retour, ne pourrions jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. C'est alors tout à fait. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. C'est tout à fait ça. Alors là, t'as raison. Alors là, c'est les 4 premiers vers que je vais te citer. Mais t'as raison, c'est tout à fait ça. Bravo Jean-Pierre. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. C'est quand même magnifique. C'est magnifique. Un des plus beaux poèmes de la langue française, et c'est notre lac. Bien sûr. Avec aussi le fameux passage que je cherche. Autant suspend ton vol et vouloir propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est magnifique. Et les vers que je viens de vous lire, c'était qui terminent que tout ce que l'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Et donc, merci Jean-Pierre. Donc, bien sûr, vous avez entendu quelques vers de ce poème, certainement le plus connu de la littérature française, avec d'autres, bien sûr, mais il est vraiment au panthéon des... Lamartine, oui. Et c'est notre lac du Bourget. Et c'est notre lac du Bourget. Et donc, ces vers rendent un hommage appuyé à Julie Charles, la fameuse Elvire. C'est ça, qui était la muse du poète. On va dire la muse. Hein. Oui, tu as fait. La muse, oui. Et qui rend hommage à Julie Charles, il s'est amusé avec, oui, c'est ça. La mumuse. Et donc, poème qui rend hommage à Julie Charles et qui rend également hommage au lac du Bourget, qui est le joyau naturel de notre département et qui était un peu un lieu symbolique dans l'histoire de Julie et d'Alphonse. Bah oui, parce qu'ils se sont connus là. C'est ça. Alphonse de Lamartine venait né à Mâcon, mais venait de Paris, où il était quand même un homme politique en vue, puisqu'il s'est présenté à la première élection présidentielle au suffrage universel en 1848, face à un certain Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, il venait ici en cure à Aix-les-Bains pour soigner sa pathologie, et il est tombé amoureux de Julie Charles, qui était bien plus âgée que lui. Et qui était aussi bien marié. Mais qui était aussi bien marié. Bref, cela ne nous regarde pas. Et quand il vient l'année d'après, où voilà, oui, en 1817, en fait, il se rencontre il se voit en 1816, et en 1817, elle a quitté ce monde. Voilà, elle est pas tout à fait morte. Oui, elle est pas tout à fait morte, c'est vrai. Elle est pas bien. C'est vrai, donc elle ne peut pas venir au lac du Bourget, mais Alphonse de Lamartine se retrouve seul, sans sa meilleure amie, on va dire ça. Voilà, sans la femme qui l'a vraiment marqué. Appelons un chat, c'était sa maîtresse. Sa maîtresse, voilà. Et lui était l'amant de Julie Charles. Il y a prescription depuis. Je pense que les héritiers ne vont pas nous en vouloir. Grâce à cette relation, on a effectivement un des plus beaux textes de la langue française. Bien sûr. Et donc, Alphonse de Lamartine, en 1817, quand il arrive à Aix-les-Bains, il se retrouve seul. Il va revisiter les lieux en repensant à sa douce, à sa bien-aimée, et notamment au moment passé à la grotte Lamartine, qui est située sur la commune de Bourdeaux. Tout à fait. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Oh là, c'est fou. Mais bravo Jean-Pierre. Et donc, en son hommage, il va composer ce poème qui va faire d'Alphonse de Lamartine le plus bel exemple de la poésie romantique du 19e siècle. Le lac, qui est un poème composé de 16 quatrains, donc 16 x 4, comporte le fameux vers, comme tu l'as dit tout à l'heure, « Autant suspend ton vol et leur propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » Quel romantisme, quelle nostalgie, bien sûr. Tout à fait, c'est un exemple même du romantisme. On se rappelle tous avoir étudié ça pour le bac de français, quand on étudiait le romantisme. C'est ça. Et puis, bien sûr, quel talent. Et puis, bien sûr, romantisme, talent, ça pouvait tomber qu'à 11 mars, forcément. L'anniversaire de Julien Donzel, voilà. Ça y est, et puisque on parle de romantisme, la tradition est toute trouvée, puisque je vais parler de la date du 19 mai. Qui est le jour de l'anniversaire de Marion. Ah, de la fameuse Marion, alors que l'on n'a jamais vue ici, près du Grand Lac. Elle est venue une fois. Cette belle Marion. Ah bon, peut-être. Alors bon, on voit que ça t'a marqué.
Non, elle est venue une fois et puis nos fidèles auditeurs doivent la connaître puisque on en parle régulièrement de. On la salue tout le temps. Voilà. C'est un peu ta muse aussi, hein. C'est ça, tout à fait. C'est ta Julie Charles à toi. Alors, sauf que Marion est mariée mais à moi. C'est la différence. C'est ça. Et puis moi, je rédige pas des vers quand je la vois. J'arrive pas à voir l'inspiration ou le talent de la Martine. C'est pas des quatrains, moi. Sacré Alphonse. Et donc, le 19 mai 1957, c'est une date importante, c'est la signature des accords de jumelage entre Chambéry et Turin. Oui. Entre donc les deux anciennes capitales des duchés du duché de Savoie. Donc, on connaît le dicton pour notre capitale, donc Paris. Seul Rome est digne de Paris et seul Paris est digne de Rome. Alors, pour Chambéry et Turin, c'est un peu la même chose, puisque ce sont deux villes qui sont liées, deux capitales des pays de Savoie, donc Chambéry de 1295 à 1562. Et Turin, de 1562 à 1861. Et bien sûr, ces deux capitales étaient faites pour s'entendre, et ce, maintenant, depuis presque 70 ans. Et c'est à l'occasion de la foire de Savoie, la foire de 1957, que furent signés les protocoles d'accord entre les deux villes, en présence des deux maires, donc Amadeo Perron pour Turin, et Paul Chevalier pour Chambéry. Et Paul Chevalier, d'accord. Et bien sûr, depuis, de nombreuses coopérations sont organisées entre les villes de Turin et de Chambéry, et des échanges annuels ont lieu au titre de l'amitié entre l'ancienne capitale des ducs de Savoie et aussi la première capitale du royaume d'Italie. Puisque Turin a été la première capitale du royaume d'Italie. Avant Rome. Est-ce que l'on continue? Mais bien sûr qu'on continue. Allez. Ah, mais on n'arrête plus là maintenant. Non, ça y est, là on est lancé. Alors, on va partir sur une date qui est le 8 novembre. Ouais. C'est la date d'anniversaire de ma maman. Oh, de ta gentille maman. C'est mignon. Donc, nous sommes le 8 novembre 1440. C'est une date ancienne. Hein. Oui, bien sûr. On parle de ma mère, donc prends une date ancienne. On vous salue, Madame Donzel, si vous nous écoutez. Et donc, on vous le rend après, c'est promis. Nous sommes dans le 15e siècle pour honorer la mémoire de Janus de Savoie. Alors, sa naissance, elle remonte à près de plus de 6 siècles. Alors, vous imaginez bien qu'il existe quelques incertitudes au sujet de la date. Mais Édouard Mallet, historien suisse, indique le 8 novembre 1440. À 11h du matin, c'est précis, on va lui faire confiance. Et donc, qui est ce Janus de Savoie? Ah oui, qui est ce Janus de Savoie? C'est le fils de Louis Ier de Savoie, second duc de Savoie, et, attention, de Anne de Lusignan, plus connue comme étant Anne de Chypre, qui était, elle, la fille de Janus, le roi de Chypre, et roi titulaire de Jérusalem. Dans un conflit qui va opposer le roi de France Louis XI contre les Bourguignons, et notamment commandé par Charles le Téméraire, eh ben, ce fameux Janus va prendre le parti de Louis XI, et à sa mort, le Genevois, le Faucigny et Beaufort va retomber dans le domaine de la couronne ducale. C'est une personne importante et qui a surtout vécu du côté du Genevois, Janus de Savoie. D'accord. Et c'est pour vous indiquer également, quand on parlait d'histoire de la Savoie qui rayonnait au-delà de nos frontières, ben c'est également un exemple, puisque Janus de Savoie avait des parents, bien sûr, un qui était savoyard et autre Anne de Lusignan qui était Anne de Chypre. Bien sûr. Donc c'est pour ça que sur les armoiries du duc de Savoie à partir du XVIIe siècle, on voit également les armoiries de l'île de Chypre. D'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà pour cette date du 8 novembre. Alors puisque j'ai parlé de maman, bah maintenant il va falloir que je parle de papa, forcément. Et donc on va parler de la date du 27 juin. Et on salue bien sûr Monsieur Donzel. Oui, bien sûr. On le salue Papounet. Ils reviennent de voyage en plus. Là, c'est vrai. Je sais pas s'ils nous écoutent, ils doivent être carbonisés là. Où est-ce qu'ils sont allés en voyage? Ils sont allés à Rome. Oh, et ils ont visité le monument Victor Emmanuel II. Ouais, bien sûr. Donc le 27 juin de l'année 1767. Alors on va être en Haute-Savoie du côté des Cotamines-Montjoie et va naître Alexis Bouvard. Le nom vous dit peut-être rien, mais par contre c'est un fameux astronome et il fut directeur de l'Observatoire de Paris entre 1822 et 1843. Alexis Bouvard fut un brillant scientifique qui a participé à la création du calendrier républicain. Alors vous savez les fameux mois de Ventose, oui, le calendrier Brumaire, révolutionnaire. Le calendrier révolutionnaire, tout à fait. Ce calendrier, fruit d'une longue réflexion, axé sur le système décimal, il comprenait 12 mois de 30 jours, soit 360 jours. Alors vous allez me dire, mais il manque des jours. Il en manque 5 ou 6. Ben c'est pas grave, les 5 ou 6 restants, pas de problème. On a ajouté en fait des journées complémentaires. En fait, le but, il était simple. Il fallait à la fois déchristianiser, vous n'aviez plus des jours avec des noms de saints, et il fallait rationaliser au maximum pour enlever tout souvenir et symbole de l'ancien régime. La rationalisation
du calendrier va de pair également avec la rationalisation des systèmes métriques. Bien C'est sûr. de là qu'on va Oui, tout à fait. découvrir les systèmes de mesure actuels. Ah oui, on abandonne ceux de l'ancien régime. C'est ça, tout à fait. Donc cet astronome va participer à de nombreuses avancées astronomiques. Il va découvrir 8 comètes et il va effectuer les tables astronomiques. Alors ces tables astronomiques, ce sont des tables qui permettent de calculer la position des planètes et le mouvement des astres. Tu te rends compte C'est très important. À cette époque-là, comme intelligence. Ah oui, non, mais c'est sûr. Il fallait de l'intelligence pour. Sans Siri, sans ordinateur, sans rien. Hein. Et donc il va faire la table astronomique de Jupiter, de Saturne et d'Uranus, avec des grandes précisions pour ces deux premières et une petite approximation pour Uranus. Et il sentait qu'il y a quelque chose qui clochait. Il se dit, il y a un autre astre quelque part, parce que Uranus, alors je suis pas astronome, mais il a compris qu'il y avait quelque chose. Et en fait, il a décelé, avant sa découverte officielle, la planète Neptune. D'accord. Voilà. Et en hommage à ses travaux, donc il y a une vallée de la Lune qui a été dénommée la Vallis Bouvard. Comme quoi, elle a vraiment marqué l'histoire de l'astronomie, et il est né au Contamine Montjoie. Contamine Montjoie, donc en Haute-Savoie. C'est ça. Alors je vois que l'heure passe, donc je vais citer une dernière date. Ça va être le 18 janvier. C'est la date d'anniversaire de mon grand frère. Ah bah oui. Donc 18 janvier 1800. T'as fait toute la famille, toi. Hein. Oui, alors j'ai pas fait mes neveux, j'étais pris par le temps, mais j'ai quand même fait ma femme, mes parents, mon frère. Et donc le 18 janvier 1875. Alors c'est un jour que nous pouvons qualifier de terrible pour Chambéry, car c'est la date de l'inondation majeure de la Lesse qui va laisser notre capitale sous les eaux. Les Chambériens se réveillent, ils sont stupéfaits. C'est quelle année, tu as dit 1875. 1175, d'accord. Et les Chambériens sont stupéfaits, la ville de Chambéry est entièrement sous les eaux. Alors, quand je vous dis sous les eaux, l'expression n'est pas galvaudée, car la crue de la Lesse et de l'Albanne, causée par de fortes pluies et la fonte des neiges, est impressionnante. Nous avons 1,10 m d'eau rue Croix d'Or, et dans les quartiers des Halles, et jusqu'à 1,50 m d'eau à la Cassine. Alors, le Courrier des Alpes, dans son édition du 19 janvier, mentionne l'inondation du 18 janvier, donc de la veille, ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu depuis longtemps, et l'imagination elle-même se refusait à prévoir une telle calamité. Alors, les Chambériens les plus motivés, qui ont des nécessités pour sortir, sortent, équipés de radeaux de fortune, donc sur des portes en bois, sur des tables, voilà. Et cette inondation n'aura heureusement causé aucune victime, mais les rues pavées ne ressemblent en rien à ce qu'elles étaient auparavant, et des commerçants que l'on compte par dizaines sont dans l'incapacité de rouvrir leurs boutiques. La décrue, elle est lente, de l'ordre de plusieurs jours, car les canaux d'évacuation, forcément, sont obstrués par les débris. Et si vous vous promenez encore aujourd'hui dans les rues de Chambéry, peut-être apercevrez-vous les quelques 18 repères de crues de cette fameuse crue du 18 janvier 1875. D'accord. Merci Julien. De rien. Il y en a encore ou pas? Il y en a encore. Super. Allez, j'ai pris une date un peu symbolique, qui est en lien avec la musique, avec la radio, avec le spectacle, bref, avec Radio Grand Lac. C'est la date du 22 décembre 2004. Alors personnellement, moi j'étais pas devant ma télévision le 22 décembre 2004. Alors j'étais à la salle polyvalente de Challes-les-Eaux, comme quasiment tous les week-ends, pour assister à un match de basket. Et ce 22 décembre, la France ne le savait pas encore, mais un phénomène venait d'éclore, avec la victoire de Grégory Le Marchal lors de la finale de la saison 4 de la Star Academy. Que nous avons écouté ce matin avec Maxime, c'était le titre du jour, Grégory Le Marchal. Et personnellement, alors ça me fait plaisir et ça me touche de faire un petit clin d'œil à Grégory Le Marchal, puisque j'ai eu la chance de le connaître, puisque j'ai joué au basket avec lui quand j'étais enfant. Ouais. Et il avait la capacité de vouloir réussir ce qu'il entreprenait malgré une maladie que l'on savait invalidante, parce que vous comprenez qu'avec sa maladie, jouer au basket, c'était pas évident, mais il tenait le coup. Enfin, il nous a vraiment tous épatés. Vous le savez, malheureusement, Grégory nous a quittés le 30 avril 2007 après une carrière brève. Et son impact sur la chanson française est réel, avec des titres devenus incontournables, Même si, écrit l'histoire, Je suis en vie, SOS intérieur en détresse, la reprise de Daniel Balavoine. Oui. Et c'est aussi cela, l'histoire de la Savoie. C'est une histoire bien sûr internationale, une participation à de grands événements historiques, militaires, scientifiques, mais également littéraires, on a vu avec Alphonse de Lamartine, et culturels, et on vient de le voir avec Grégory Le Marchal. Alors bien sûr, en 1 heure d'émission, on n'a pu que survoler quelques dates de l'histoire de la Savoie. On aurait pu évoquer également, alors je vais prendre mois par mois, le 19 janvier 1978, avec l'émission d'Apostrophe et la venue à Avoriaz de Bernard Pivot,
le 19 février 1416, Jean-Pierre. Ouh là là. Ah oui, bah ça c'est oui. L'érection du duché de Savoie. C'est la fête nationale de la Savoie. Tout à fait. Le 22 mars 1453. Attends. Juste un truc. Oui. Alors, érection donc en duché, parce qu'avant c'était un comté. C'était un comté, tout à fait. C'est un comté, C'est voilà. ça. Pour expliquer un peu. Et le duc, quand tu es duc, tu as un titre qui est beaucoup plus fort que Bien comte, sûr. puisque le duc, au départ, c'est le cousin du roi. C'est ça. Le duc qui était le premier duc de Savoie, Jean-Pierre T'en vas. Amédée, je me rappelle plus là. qui était également pape. Oui, Amédée 6, Amédée 8. voilà. Bon, Amédée, quoi. Amédée, Voilà. j'ai pas- Ça devient n'importe quoi cette émission. Allez, au mois de 13h51. mars, le 22 mars. Je te rappelle qu'il y a Sandra quand même qui est arrivée dans Qui nos est arrivée, studios et qui on nous la surveille, salue. là. Alors, le 22 mars 1453, c'est la remise officielle du Saint-Suaire à Chambéry, Ah, ça, au oui, duc de Savoie. 15 avril 1912, Donc à Chambéry, dans la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle. Enfin, la chapelle qui est devenue maintenant la Sainte-Chapelle du fait de la conservation c'est ça, du Saint-Suaire. de cet Cette objet. Excusez-moi, de cette relique. Tout à fait. 15 avril 1912, naufrage du Titanic. Eh ben, Oui. un Savoyard est décédé, le cuisinier Auguste Curtin. Et puis, rappelons-nous quand même que le propriétaire du Titanic, un certain Pierre Pont-Morgan, quand le Titanic coule, il est à Aix-les-Bains. Hein. Ah Il oui, y a- c'est vrai, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un très beau film qui vient d'être fait par notre ami Pierre-Yves Bezat dans le cadre de l'ADCA, l'Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, le jour où le Titanic a coulé. Et donc Pierre Pont-Morgan est à Aix-les-Bains ce jour-là. Il apprend que son paquebot prestigieux a coulé dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Et ben il est à Aix-les-Bains. Voilà pour le mois d'avril, merci pour ces précisions. Le 26 mai 44, nous en avons parlé avec Jacques Viou, le bombardement de Chambéry. Oui, le bombardement de Chambéry, ouais. Au mois de juin, le 3 juin 1950, le premier franchissement de la Napurna par Maurice Herzog, qui va devenir maire de Chamonix. De Chamonix. Le 19 juillet 1888, la rencontre à Aix-les-Bains du président Sadi Carnot avec l'empereur Pierre II du Brésil. Ils se sont rencontrés à Aix-les-Bains en 1888. Le 7 août 1958, le classement du Roblochon en AOP. Très important. Très important. 28 septembre 1388. Alors là, tu vas savoir de ce que c'est. Si je te dis 28 septembre 1388. Oui. On est donc au 14e siècle. Allez, À la fin du 14e. siècle. si je te parle Comté de Nice, l'épisode de la d'édition de Nice, D'accord. le rattachement de Nice à la Savoie. Le 7 octobre 1986, date importante avec la venue de Jean-Paul II à Annecy. Oui, oui, tout à fait. 24 novembre 1248, 1248, facile, l'éboulement du Mont-Granier. Du Mont-Granier. On aurait pu également faire une oui, tout à fait. Oui, une bien histoire. sûr. Et pour terminer, puisque vous le savez, dans l'histoire savoyarde, j'ai un personnage fétiche, le prince Eugène de Savoie. Et dans l'histoire globale de France, j'ai un personnage également fétiche qui est l'empereur Napoléon Ier. Oui. Et donc, si je parle du 2 décembre 1805, bataille d'Austerlitz, mais pas que, puisque le chevalier Merme, originaire de Tarentaise, il va recevoir la Légion d'honneur des mains même de l'empereur pour D'accord. le féliciter de ses actes de bravoure. Et avant de terminer cette émission spéciale, je tenais bien sûr à vous remercier, donc bien sûr tous les auditeurs de Radio Grand Lac, et à vous, Jean-Pierre et Sandra, qui m'ont fait confiance depuis maintenant plus de 4 ans. Plus de 4 ans. C'est dingue, ça passe très vite. Et pour terminer, un petit mot, n'oubliez pas que l'histoire est la mémoire du monde. Merci à vous, et puis je vous dis à très bientôt, Oui, j'espère. oui, à très bientôt. Merci Julien Merci de Donzel. m'avoir accueilli comme un membre de l'équipe. Merci à Sandra, merci à vous. Enfin, j'ai passé des moments super, merci. Alors, c'est à nous, à Sandra et à moi-même, de te dire un très grand merci pour ton engagement durant ces 4 ans, pour ces belles émissions qui nous ont appris. Et il ne faut jamais manquer une occasion de s'instruire. Donc, tu nous as instruits. Puis maintenant, il y a l'avenir. Alors, l'avenir, on va pas le dévoiler maintenant, mais en tout cas, on te souhaite du fond du cœur bonne chance. Merci. On sera à tes côtés. Et puis, quoi qu'il arrive, tu auras toujours ta place ici à Radio Grand Lac, et je suis persuadé que tu vas la reprendre, peut-être d'une autre manière, mais qu'il y aura plein de choses à faire ensemble, et le meilleur est à venir pour toi, et on le souhaite en tout cas avec ma complice et amie Sandra. Et puis merci Julien, puis on embrasse encore une fois Marion, parce que c'est la dernière fois qu'on va le faire. Oui, je crois. c'est vrai, tout à fait. Ça a oui. été un peu la muse
de cette La mascotte émission. de l'émission. La mascotte de l'émission, la belle Marion. Donc on l'embrasse bien fort. C'est fini là, Julien? C'est fini. C'est fini. Bon, donc là maintenant, tu rentres chez toi là. Non, je travaille maintenant. Tu retravailles. 13h56, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac. Je vous rappelle qu'à 18h, c'est Pierre-François avec WRGL Country. Vous avez vu un peu avec W. l'accent. Je vais refaire un coup. WRGL Country. Avec. T'as fait anglais première langue, Yes, Jean-Pierre? j'ai fait anglais première langue. Ensuite, à 19h, c'est Christian avec la note bleue. Demain soir The à Blue 20h, The Blue Note. Demain soir à 20h, Eurohit avec Seb, pour découvrir les plus grands succès de la variété européenne autre que française. Et vous verrez qu'il y a des très bonnes choses ailleurs. C'est une nouvelle émission et ça complète l'offre de programmes musicaux sur Radio Grand Lac. Et quant à moi, j'aurai le grand plaisir et l'immense honneur de vous retrouver dimanche matin en direct à 10h pour l'accordéon, c'est ma passion. Julien, on te dit encore un très grand merci. On te demande une chose. Embrasse bien Marion pour nous et on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci.